Samedi 7 octobre, le Hamas lance une offensive en territoire israélien d'une ampleur jamais atteinte depuis la seconde intifada, ou même depuis sa prise de pouvoir dans l'enclave de la bande de Gaza en 2006. Les représailles israéliennes ne se sont pas fait attendre. Dans la journée même, Gaza était massivement bombardée. En France, les communiqués partent un peu dans tous les sens pour condamner l'attaque du Hamas, beaucoup moins les représailles israéliennes. Et la guerre, c'était sur le terrain sémantique qu'elle se jouait. Elle n'est d'ailleurs pas terminée à l'heure actuelle. Groupe terroriste pour les uns, mouvement de résistance pour les autres. Ce sont ces mêmes autres qui essuient ensuite les anathèmes. Apologie du terrorisme, criminalisation de la cause palestinienne, amalgame comme si la population palestinienne était tout entière assimilable au Hamas. En première ligne de ces anathèmes, la France insoumise et le NPA. Pour ces derniers, tout est parti du communiqué publié au soir du 7 octobre. Entre indignation et demande de dissolution, la levée de boucliers de la droite et de l'extrême droite a été pour le moins virulente. Au regard de la situation à Gaza, à l'heure où nous enregistrons cette émission, est-ce vraiment le moment de mener cette bataille sémantique ? Pour parler de tout ça, j'accueille sur le plateau du Média Pauline Salingue, syndicaliste et militante au NPA. Bonjour Pauline. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien. Alors, tout d'abord, est-ce que vous pouvez peut-être nous raconter un petit peu ce qui s'est passé pour vous, pour le NPA, le 7 octobre et les jours qui ont suivi ? Alors, déjà, avant de commencer sur le 7 octobre, redire en 2 mots quelle est la situation à Gaza et quelle est la situation en Palestine. À savoir que un territoire vit une occupation depuis maintenant 75 ans, qu'on a ce qui étaient des centaines de milliers de réfugiés à l'origine qui sont aujourd'hui des millions, et que concernant Gaza, on a 2 millions, plus de 2 millions même de personnes, dont une majorité de moins de 18 ans qui vivent sous un blocus total. Donc le 7 octobre, c'est dans ce contexte-là que ça s'inscrit, c'est-à-dire que l'offensive menée par le Hamas a surpris tout le monde en termes d'envergure, on va dire, mais très vite, on a mis sur le devant de la scène le fait que, au vu de ce qui était subi par la population palestinienne, et on n'est pas les seuls à le dire, on est très nombreux, notamment dans le milieu universitaire, à dire que c'était pas surprenant qu'à un moment donné, quelque chose explose. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qu'on a su le samedi 7 octobre, et c'est très important en termes de temporalité, c'est que le Hamas menait une offensive contre les centres militaires israéliens aux alentours de la bande de Gaza, à la fois en termes d'offensive terrestre et également en termes de tir de roquettes. Le samedi 7 octobre, c'est les informations qui sont diffusées et qui sont en notre possession. Alors évidemment, c'est surtout le mot résistance qui a interloqué, parce que d'aucuns voudraient que ce soit qualifié de terrorisme. Alors donc, le débat sur la sémantique, il est parti dès le début, il continue aujourd'hui, mais en fait, c'est un débat qui va au-delà de ça. C'est qu'on a des réels désaccords sur l'analyse de la situation. C'est que quand vous avez des millions d'habitants qui vivent sous occupation depuis des décennies, vous ne pouvez pas faire comme si la situation ne devait se juger qu'à un instant T. Parce que forcément, quand on voit ce qui s'est passé, y compris quand on découvre le dimanche 8 octobre ce qui s'est passé, à la fois sur la rave party, à la fois dans des kibboutz voisins, à savoir que des civils ont été tués, bien sûr qu'on est horrifié. Qui ne le serait pas ? Bien sûr qu'on est horrifié. Mais nous, ce qu'on dit, c'est que cette situation-là, elle résulte d'une situation qui était intenable et que beaucoup tendaient à mettre sous le tapis depuis des décennies, à faire croire que des millions d'habitants pouvaient vivre dans ces conditions, sous oppression, sous occupation, et que jamais il ne se passerait rien. Donc oui, il y a un débat sur résistance et terrorisme. Alors ça a commencé par le mot terrorisme. Terrorisme, c'est quoi ? C'est semer la terreur. Semer la terreur, inquiéter, mettre des personnes en position de terreur et les assassiner pour faire en sorte que d'autres aient peur. C'est ça, le terrorisme. C'est un mode d'action. Alors, ça peut être un mode d'action, mais du coup, c'est différent de la qualification d'organisation terroriste. Il faut savoir que le Hamas n'est pas, pour l'ONU, une organisation terroriste. Les actes qui ont été commis sont ceux qu'on connaît, à savoir des tueries de civils qui nous horrifient toutes et toutes. Mais en cherchant à qualifier le Hamas d'organisation terroriste et à en rester là, que cherche à faire le gouvernement israélien et au travers de lui les gouvernements occidentaux, ce serait de dire que les Palestiniens n'avaient aucune raison aujourd'hui de dire que la situation dans laquelle ils sont n'est plus possible. Et nous, on refuse ça. On refuse ça parce qu'en fait, ce qui se passe là-bas, c'est une guerre.
C'est une guerre, et c'est une guerre depuis des décennies, avec des moyens qui sont complètement, effectivement, déséquilibrés entre l'État d'Israël et le peuple palestinien. Donc, ce qui est commis, ce qui a été commis, ce sont des crimes de guerre. Et on voit bien avec aujourd'hui ce qui se passe, que ces crimes de guerre se poursuivent, s'accentuent, avec des milliers de Palestiniens qui sont massacrés, et encore une fois, avec une majorité de civils et d'enfants. 3400 morts à l'heure où on tourne cette émission. 3400 morts décomptés à l'heure à laquelle on parle. 3400 morts depuis l'offensive du 7 octobre. Combien de morts depuis 20 ans? 6500, 150 000 blessés, dont 30 000 enfants. C'est aussi de ça dont on parle. Oui. Concernant le terme de résistance, nous, on dit qu'un peuple a le droit de résister face à l'occupant. Et on n'est pas les seuls à le dire. C'est quand on est sous occupation, quand on est colonisé, on a le droit de résister. Ça veut dire quoi, résistance? Ça veut dire opposer une force à une autre force. Bon, oui. Les forces ne sont pas forcément égales, mais ça signifie juste ça. Donc aujourd'hui, dire que ce qui se passe, ce n'est pas une résistance, mais peut-être que ça déplaît à certains, mais en attendant, c'est ce qui se passe. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on cautionne les tueries de civils. Bien sûr que non. Mais comment est-ce qu'on peut être étonné de ce qui se passe aujourd'hui quand on sait dans quelles conditions vit le peuple palestinien à Gaza? Il y a une situation d'embrasement progressif, il est vrai, depuis 1 an, et la radicalisation du gouvernement israélien. Mais tout de même, compte tenu, je suis quand même obligé de vous poser la question, compte tenu du contexte et du timing, est-ce que vous pouvez comprendre que ça a pu choquer certaines personnes, ou du moins comment vous vous positionnez par rapport à ceux qui se sont dit choqués par l'emploi de cette manière-là du terme résistance à ce moment T? Alors on peut comprendre que ça choque parce que, y compris chez ceux et celles qui sont choqués, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas forcément au courant de la situation sur le terrain là-bas. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, ceux qui font semblant d'être choqués alors qu'ils connaissent très bien la situation sur le terrain, qui connaissent très bien le nombre de victimes palestiniennes. Il faut savoir, et ça on n'en parle pas, que depuis le début de cette offensive, il y a eu plus de 60 Palestiniens qui sont morts en Cisjordanie, pas à Gaza, que des milliers d'armes sont en train d'être distribuées aux colons en Cisjordanie contre la population palestinienne. Donc ces personnes-là qui font semblant d'être choquées alors qu'elles cautionnent, au mieux par leur silence, au pire par leur complicité depuis des décennies, nous, ce n'est pas à elles qu'on a envie de s'adresser. Nous, on a envie de s'adresser effectivement à celles et ceux qui n'ont pas compris. Donc, je répète qu'il faut savoir qu'à l'heure où on écrivait ces lignes, il n'y avait pas de notion d'attaque de civils israéliens. C'est quelque chose qui est important. Le communiqué, il est sorti le samedi soir. Il n'y avait pas de notion d'attaque de civils israéliens. Que les choses soient claires là-dessus. On a écrit un second communiqué le lendemain qui condamnait les tueries de civils. Quand on a vu au matin les images des kibbutz, des attaques des kibbutz, mais qui ne reniait en rien ce qu'on avait avancé la veille, à savoir que le peuple palestinien avait le droit, et le droit légitime, de lutter contre une occupation illégitime de ces terres et qui a conduit des millions de personnes à être réfugiées. Donc oui, ça choque, mais moi, ce qui me choque encore plus, c'est d'avoir un gouvernement français qui nous explique qu'il faut soutenir de manière inconditionnelle l'État d'Israël. Et eux, ils nous le disent alors qu'ils savent ce qui se passe. C'est une rupture en plus avec la position historique de la France, oui. Même de la droite française, qui a toujours été plutôt sur l'idée d'une solution à 2 États, qui est quand même bien différente de la position actuelle, qui est beaucoup plus atlantiste. C'est la fameuse position de la droite gaulliste dont on parle ces derniers jours. Mais eux, au moment où ils écrivent qu'ils soutiennent de manière inconditionnelle l'État d'Israël, ils savent ce qui se passe. Au moment où il y a une demande d'applaudissements à l'Assemblée nationale, ils savent ce qui se passe. À savoir qu'il y a déjà des centaines d'enfants gazaouis qui sont morts sous les bombes. Et aujourd'hui, effectivement, on en est à 3400 civils qui sont morts. Donc en fait, nous, c'est ça qui nous choque, plutôt qu'un débat sur les termes. Parce que par ailleurs, celles et ceux qui sont morts, les civils, peu importe les termes, ils sont morts. Et ceux qui ont du sang sur les mains, en fait, c'est ceux qui cautionnent ces politiques depuis des années. C'est eux qui ont du sang sur les mains. C'est eux qui sont responsables de ces crimes. C'est ce gouvernement israélien d'extrême droite qui est responsable de ce qui s'est passé. Et c'est assez terrible quand même, parce qu'aujourd'hui, il est plus facile de critiquer et même de condamner la politique d'Israël quand on est en Israël
plutôt que quand on est en France. Aujourd'hui, effectivement, quand on dénonce les exactions de l'armée ou de l'État israélien, on dit qu'on fait l'apologie du terrorisme. Là-bas, il y a plus de droit à la dénonciation parce que justement, même il y a eu celles des et ceux qui manifestations ont massives été... à Tel Aviv, à Jérusalem, contre le gouvernement de Netanyahou, déjà à l'époque de la réforme quand il y avait les débats sur la réforme judiciaire, et même là encore, les images affluent de partout, où on voit les ministres israéliens qui sont bien en difficulté dès lors qu'ils croisent la population israélienne. C'est assez depuis terrible, samedi. c'est-à-dire que là-bas, ils peuvent manifester. Alors qu'en France, nous, on ne peut pas. Mais en fait, ce qui est intéressant, justement, c'est peut-être à un moment donné d'aller au-delà de cette bataille sémantique. Comme je disais, qui joue encore. On est encore en train de... C'est encore la bagarre de chiffonniers. Peut-être aussi des règlements de compte politiques entre différents camps à l'Assemblée nationale, par exemple. Mais tout de même, qu'est-ce que ça dit pour vous du climat politique en France ? Le climat politique en France par rapport à ce qui se passe au Proche-Orient, par rapport au fait qu'en fait tout le monde se résout à cette espèce de petite bagarre de chiffonnier sémantique. C'est pas juste une bagarre de chiffonnier, c'est qu'aujourd'hui il y a des véritables désaccords sur ce qui se passe là-bas, comme je le disais tout à l'heure. C'est que il y a un désaccord entre d'un côté celles et ceux, et notamment le gouvernement, qui soutiennent de manière inconditionnelle l'État d'Israël, qui bombarde tranquillement des dizaines de milliers de personnes, des centaines de milliers de personnes, qui demandent à déplacer 1 million de personnes, à savoir la moitié de la bande de Gaza. Donc on a d'un côté celles et ceux qui soutiennent cette politique. On a de l'autre côté celles et ceux qui, certes, dénoncent les tueries de civils, mais qui appuient et défendent la cause du peuple palestinien en expliquant que c'était intenable, que c'est intenable, qu'à enfermer des personnes dans une prison à ciel ouvert, 2 millions de personnes, et bien forcément, au bout d'un moment, ça explose. Ils sont soumis à un blocus, on le rappelle. Ça explose, soumis à un blocus total. Parce que quoi ? Quand vous êtes né dans la bande de Gaza, que vous n'êtes jamais sorti, que vos parents ont été tués par des bombardements, que vos frères et sœurs ont été tués par des bombardements, qu'éventuellement vos enfants ont été tués par des bombardements, on croit que ça produit quoi, ça ? On croit que ça produit quoi en termes de personnes qui ne sont jamais sorties et ont vu l'intégralité de leur famille mourir ? Qui on est pour les juger ? Donc dire ça, ça ne veut pas dire c'est bien ce qu'ils ont fait. C'est pas ça. Mais dire ça, ça veut dire que celles et ceux qui sont responsables de cette situation, c'est ceux qui ont fermé les yeux et qui ont laissé ça arriver. Alors après, la question sémantique, oui, c'est on a l'impression que... En fait, c'est grave, c'est pas juste une bataille de chiffonniers, c'est que prenant prétexte de morceaux de phrases, de morceaux de communiqués, on a aujourd'hui un ministre de l'Intérieur qui cherche à dissoudre des organisations, à mettre en procès des individus, des députés, des organisations. Et en fait, ça, c'est très grave. C'est pas anecdotique. C'est que on cherche à faire taire toute contestation. On cherche à faire en sorte que toute voix, pro-palestinienne ne puisse pas s'exprimer. Et ça va même plus loin que ça, avec des membres des Républicains qui demandent à ce que soient condamnés pénalement toutes les organisations et les individus qui ne soutiennent pas l'État d'Israël. Voilà. Ça a été demandé en direct à Elisabeth Borne. Donc nous, qu'est-ce qu'on dit par rapport à ça ? C'est qu'il faut que tout le monde se réveille. On peut avoir des nuances sur la situation en Palestine et en Israël. On peut avoir des nuances sur, y compris, les solutions à long terme. Mais par contre, dans l'immédiat, il faut qu'on se mette d'accord sur un arrêt des bombardements, sur un couloir humanitaire et sur le fait que cesse cette complicité d'une partie des gouvernements, parce que ce n'est pas le cas partout. Et après, discutons à long terme. Mais surtout, n'oublions jamais que nous, on n'est pas là-bas. En fait, en plus, moi, j'ai toujours l'impression qu'il y a un peu un deux poids, deux mesures, dans la mesure où, dans les discussions, on peut rapidement entendre pas d'amalgame, il faut distinguer population israélienne et gouvernement israélien, ce qui s'entend. Par contre, il n'y a pas vraiment la même... ils ne sont pas vraiment disposés à faire la même distinction quand il s'agit des Palestiniens. Comme je disais en introduction, comme si les Palestiniens étaient de fait mis dans le même sac que le Hamas. J'ai l'impression que c'est un petit peu comme ça que... C'est cette voie-là qui est un peu dominante dans les
Dans l'espace public. Qui est dominante ici en France et pas que. Quand vous avez le Premier ministre israélien qui explique qu'il va bombarder Gaza, mettre sous blocus, sans eau, sans électricité, sans fuel, parce que c'est tous des animaux. La vidéo a bien tourné, pourtant tout le monde est au courant de ce qu'il a dit. Voilà, c'est des animaux. Encore aujourd'hui, il a été dit que ce ne serait pas de l'aide humanitaire qui leur serait envoyée, mais que ce serait des tonnes de bombes. Et ça... Nous, on continue en face à avoir un gouvernement français qui nous explique qu'il faut soutenir l'État d'Israël et que l'État d'Israël a le droit de se défendre. Donc bien évidemment qu'il y a un deux poids, deux mesures. Il y a un deux poids, deux mesures sur le fait que les vies, visiblement, n'ont pas toutes la même valeur. Voilà. Et pour nous, les vies de civils, elles ont toutes la même valeur. Il n'y en a pas qui valent moins que d'autres. Et donc aujourd'hui, ce qui se passe... c'est dramatique. Et surtout que ce qu'on voit, c'est que... c'est pas en voie de s'arrêter et que ça va se dégrader à une vitesse grand V au vu des bombardements. Enfin, c'est le Washington Post quand même qui titrait là-dessus, à savoir qu'en une semaine, autant de bombes ont été lâchées sur la bande de Gaza qu'en un an en Afghanistan. La bande de Gaza, c'est 41 kilomètres. Ouais. C'est une des plus fortes densités au monde. Il faut se rendre compte quand même de ce que ça signifie. Et nous, non seulement on n'a pas le droit de protester, mais on nous demande de soutenir ce qui se passe là-bas. Et bien, on n'acceptera pas. C'est pire, en fait, parce que maintenant, Darmanin agite le chiffon rouge en permanence, dès que, en jetant l'anathème d'apologie du terrorisme sur quiconque soutient la cause affirme soutenir la cause palestinienne. Oui, c'est apologie du terrorisme égale, soutien au peuple palestinien, au droit d'un peuple. Enfin, je veux dire, il y a quand même eu des centaines de résolutions des Nations Unies concernant les droits du peuple palestinien, des centaines de résolutions qui n'ont jamais été appliquées. C'est de ça dont on parle aujourd'hui. On ne parle pas de groupuscules d'extrême gauche ou je ne sais qui seraient les seuls à mettre en exergue la situation du peuple palestinien. On parle de résolutions des Nations Unies qui n'ont jamais été appliquées. De respect du droit international, en fait. Respect des droits humains. En fait, ça n'est pas respecté. Et on a effectivement un gouvernement qui ferme les yeux là-dessus et qui nous demande de soutenir l'État d'Israël. Bon, bien sûr que non, on ne l'acceptera pas. On n'est pas les seuls au nouveau parti anticapitaliste à ne pas l'accepter, même si, évidemment, les tentatives de museler toute forme de soutien et toute forme de contestation sont nombreuses. Tout le monde est un peu sous la sidération, mais des choses se passent et des rassemblements et des initiatives et des prises de position vont avoir lieu dans les jours qui viennent. C'est évident. Parce que là, à l'heure où on tourne cette émission, on est le mercredi 18 octobre. Ce soir-là, est censé être prévu un meeting pour demander la libération de Georges Ibrahim Abdallah, plus vieux prisonnier politique en France. Ça fait 39 ans qu'il est incarcéré. On a appris la veille au soir que le meeting était interdit. Donc en fait, absolument tout ce qui se rapproche de près ou de loin au soutien de la cause palestinienne est persona non grata en France. On n'a pas le droit de le faire. La préfecture, Gérald Darmanin, nous l'a interdit. Ça va même plus loin que ça, c'est que nous, hier à Toulouse, moi je suis Toulouse, le rassemblement en commémoration du 17 octobre 61 où les Algériens avaient été jetés dans la Seine a été interdit 35 minutes avant. Voilà. Ouais. Par rapport à la situation en Palestine. Donc ça va jusque-là. Donc oui, tout est interdit. Toute projection, tout meeting, toute initiative de rue. Mais ça, j'ai envie de dire, ça va aller 5 minutes quand même. Ça va aller 5 minutes parce que, y compris au vu de l'évolution de la situation sur le terrain, on ne va pas se taire. Et c'est ça qui est assez fou d'ailleurs dans l'arrêté d'interdiction du meeting pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah qui est sorti hier soir, mardi 17 octobre. C'est qu'il est écrit qu'en raison de la nature de la contre-offensive israélienne, en gros, c'est pas prudent, quoi. C'est-à-dire que presque la préfecture reconnaîtrait que c'est peut-être un petit peu disproportionné ce qui se passe en ce moment à Gaza et que du coup ça risque d'énerver les gens. Non mais c'est quasiment ça qui est écrit. Donc des organisations mises en cause qui risqueraient la dissolution, des individus, y compris des élus qu'on accuse et contre lesquels il y a des plaintes. Il faut voir qu'on est face à un gouvernement qui cherche à nous rouler dessus, mais c'est pas nouveau. Ouais. C'est pas nouveau. On sort quand même d'une séquence de mobilisation contre la réforme des retraites où se sont enchaînés les coups de matraque, les 49-3, et où on a voulu nous faire taire. Et là, c'est un petit peu le bouquet final, j'ai envie de dire, en termes de restriction des libertés, parce que ça n'existe quasiment nulle part ailleurs. En se cachant derrière le vocable apologie du terrorisme, Darmanin se permet quand même peut-être de durcir un petit peu le phénomène. Bien sûr qu'aujourd'hui, c'est pire que... pire.
je ne sais pas si c'est pire ou si c'est mieux, si c'est moins bien, mais c'est dans la même lignée, on va dire, que ce qui s'est passé pendant des mois. Mais c'est plus systématique au moins. Apologie du terrorisme, si dire qu'un peuple qui s'est fait confisquer ses terres, qui vit dans des camps de réfugiés depuis des décennies, a le droit de vivre décemment, c'est faire l'apologie du terrorisme, c'est sûr qu'on ne va pas être d'accord. Voilà. Et nous, oui, ce qu'on dit, c'est, au-delà de la question des mots, c'est que le peuple palestinien a le droit de résister face à l'occupation. Après, on peut discuter des moyens qu'il utilise pour résister. On peut commenter, on peut condamner, mais en attendant, ce droit à la résistance est légitime et fondamental. Et les conséquences qu'il a sont dramatiques sur le plan des civils israéliens. C'est pas de leur responsabilité, c'est de la responsabilité de celles et ceux qui ont laissé faire ça pendant des décennies. Alors, le 10 octobre, Philippe Poutou a fait un tweet très remarqué. Je cite, en réponse à Darmanin, à tous les va-t-en-guerre militaristes, amis des dictatures, fascistes plus ou moins assumés, vendre des armes au Qatar et à l'Arabie Saoudite, pays connu pour financer le terrorisme international islamiste, n'est-ce pas faire l'apologie du terrorisme ? Sans parler des condamnations des bombardements israéliens de Bachar al-Assad ou encore Vladimir Poutine. Est-ce que ça ne révèle pas quand même une certaine forme d'hypocrisie de nos chers gouvernements occidentaux ? Mais si, c'est justement pour ça qu'il l'a fait, ce tweet, et qu'il est très juste. Et on peut aller plus loin qu'un tweet. C'est que on a aujourd'hui des larmes de crocodile de membres du gouvernement sur les enfants, les femmes, les civils israéliens tués. Mais ces larmes-là, elles sont où quand il y a des dizaines de milliers de morts en mer Méditerranée? Elles sont où, ces larmes? Elles n'existent pas. Quand on laisse faire ça, quand on laisse des centaines, des milliers d'enfants à la rue, quand on expulse des personnes dans des pays où on sait qu'elles vont être tuées, ne serait-ce que pour leurs idées politiques. Quand même, on a là Darmanin qui avait mis un avis d'expulsion contre une Palestinienne de Gaza qui faisait une tournée de meeting en France. Elle est assignée à résidence là à Marseille, un avis d'expulsion à Gaza. 47 personnes de sa famille ont été tuées là pendant les bombardements. Il va l'expulser à Gaza. Bon, donc oui, il y a une énorme hypocrisie. Toutes les vies ne se valent pas et on pourra aller plus loin. La politique de la France en Afrique, quand on dit que c'est eux qui ont du sang sur les mains, on sait à peu près de quoi on parle. Et quand il s'agit de gros sous, on sait aussi de quoi on parle. La vente d'armes qui servent à bombarder les civils. La France ne vend pas des armes qu'à des personnes qui vont s'en servir à bon escient. Ça n'existe pas, ça. Ça n'est pas vrai. Et tout le monde le sait. Donc oui, c'est hypocrite, mais ça va plus loin que ça. C'est grave. C'est que ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est le soutien à un État qui a une politique criminelle envers une population. Et pourquoi ce soutien à cet État? Parce que ça répond aussi à des intérêts stratégiques d'opposition dans la région. Merci beaucoup, Pauline. Merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. Et quant à nous, cet entretien est terminé. Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous voulez que le média puisse être un média des luttes, de toutes les luttes, susceptible de concurrencer BFM et CNews à la télévision, il ne tient qu'à vous de soutenir notre campagne de dons sur KissKissBankBank. Cliquez sur le lien disponible en description en dessous de cette vidéo. Donnez, partagez cette cagnotte autour de vous et sur vos réseaux. Un média indépendant des puissances financières et politiques ne peut exister sans vous et votre soutien. Merci encore de nous avoir suivis et je vous dis à très vite.